Un toast, dit mon beau-fils, à la banquière qui signe les chèques, mais qui ne sera jamais ma vraie mère. Après l'avoir élevée pendant 17 ans, j'ai calmement posé un stylo sur la table. Mon père l'a vu, a lu le document sous-jacent, et son visage est devenu blanc comme un linge. Louis. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Il y a des moments suspendus, des instants où le temps se contracte et où toute une vie semble converger vers une seule seconde, un seul mot. Pour moi, ce moment est arrivé au tintement cristallin d'une fourchette contre une flûte de champagne. La salle de bal de l'hôtel Georges V, que j'avais personnellement choisi et financé, est tombée dans un silence respectueux. Les conversations se sont tues, les regards se sont tournés vers la table d'honneur. Vers mon beau-fils, Louis. Il se tenait là, grand, mince, avec cette élégance désinvolte que seul l'argent qu'on n'a pas gagné peut conférer. Son costume Dior était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Il a levé sa coupe, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Un toast, a-t-il commencé, sa voix portant sans effort dans l'acoustique parfaite de la pièce. Je le regardais, non pas avec les yeux d'une belle-mère, mais avec le détachement d'une analyste financière évaluant un actif toxique. J'avais payé pour ce silence opulent. J'avais payé pour les compositions florales de roses blanches et de pivoine qui embaumaient l'air, pour le quatuor à cordes qui jouait discrètement du Vivaldi dans un coin, pour le champagne Dom Pérignon qui coulait à flots. J'avais même payé pour le sourire satisfait sur le visage de sa fiancée, qui portait une robe d'une valeur équivalente à une année de salaire de mon assistante. Je le regardais, et je sentais le poids de 17 années de chèques signés, de vacances financées, d'écoles privées et de caprices satisfaits. 17 ans à essayer de construire un pont vers un cœur qui, je le réalisais maintenant, n'avait jamais été qu'une forteresse vide. À la banquière, a-t-il poursuivi, chaque mot soigneusement choisi pour blesser, celle qui signe les chèques avec une efficacité redoutable. Quelques rires étouffés ont parcouru l'assemblée, des rires nerveux, incertains. Mon regard a glissé vers mon mari, Philippe. Il était là, à côté de Louis, un sourire figé et mal à l'aise sur le visage. Il a légèrement haussé les épaules dans ma direction, un geste qui se voulait apaisant mais qui criait sa lâcheté. Il n'allait rien dire. Il ne disait jamais rien. Puis, mon regard a cherché le seul ancrage qui me restait. Mon père. Bernard. Assis de l'autre côté de la table, l'homme avec qui j'avais bâti un empire à partir d'un petit bureau et de 2 lignes téléphoniques. Il a détourné les yeux. Il a pris une gorgée de son vin, le regard soudain très intéressé par le motif du tapis. Ce fut la coupure finale. La trahison la plus profonde. Ce n'était pas l'insulte de Louis qui me brisait, c'était le silence de mon père. Louis a savouré son effet, puis a porté le coup de grâce. Mais qui ne sera jamais, jamais, ma vraie mère. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus un silence de respect, mais un silence de gêne et de choc. J'ai senti des centaines de paires d'yeux se poser sur moi, avides de ma réaction. Attendait-il des larmes? Des cris? Un scandale? Je ne leur ai rien donné de tout cela. Une étrange clarté s'est emparée de mon esprit. La douleur était là, une lame de glace dans ma poitrine, mais elle était recouverte par une couche de calme absolu. C'était fini. Pas notre relation. Ça, c'était fini depuis longtemps. Non, ce qui était fini, c'était mon déni. Avant que je vous raconte la suite, la mécanique précise de la chute que j'avais orchestrée, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. Je suis toujours curieuse de savoir d'où mes histoires sont écoutées. Alors, dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous êtes. Et quelle heure est-il chez vous? C'est une façon pour moi de me sentir connectée à vous tous. Je n'ai pas scié. J'ai simplement hoché la tête, un mouvement presque imperceptible, comme pour accuser réception d'une information commerciale. Lentement, délibérément, j'ai ouvert mon sac à main posé sur mes genoux. Mes doigts ont effleuré mon portefeuille, mon téléphone, avant de se refermer sur un objet long et froid. Un stylo. Mais pas n'importe lequel. Un Mantblank Meisterstück, lourd et noir, avec ses 3 anneaux dorés. Le cadeau que mon père m'avait fait pour mon diplôme, celui-là même que nous avions utilisé, des années plus tard, pour parapher les statuts de Bernard et fille. Il était notre sceptre, le symbole de notre partenariat.
Je l'ai sorti et l'ai posé doucement au centre de la table, juste à côté de mon verre de champagne intact. Le son mat du stylo sur la nappe épaisse a été le seul bruit. J'ai levé les yeux vers mon père. Nos regards se sont croisés. Il a vu le stylo. Son visage a perdu toute couleur. Il est devenu gris. Il a compris. Pas tout, mais assez. Il a compris que ce n'était pas une reddition. C'était une déclaration de guerre. Je me suis levé. Ma chaise n'a fait aucun bruit sur le tapis épais. J'ai lissé ma robe, un geste calme et mesuré. Et sans un mot, sans un regard en arrière, j'ai commencé ma longue marche vers la sortie. Le quatuor à cordes avait repris à jouer, une mélodie douce et ironique qui accompagnait ma retraite. Il pensait que je partais, vaincu. Il ne réalisait pas que je n'étais pas en train de fuir. J'étais en train de prendre le contrôle. Que se passe-t-il quand on humilie une femme qui a non seulement les moyens de sa vengeance, mais qui a aussi passé des années à en dessiner les plans? La réponse allait être bien plus terrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de ma suite d'hôtel, mais je n'avais pas dormi. Je n'avais pas besoin d'être physiquement présente pour reconstituer la scène du brunch. Je les voyais aussi clairement que s'ils étaient devant moi. Attablés au Bristol, l'un de leurs quartiers généraux, entourés de viennoiseries et de vaisselle en argent. Philippe, essayant de minimiser l'incident avec de grands gestes, racontant à qui voulait l'entendre, « Oh, vous connaissez Hélène, elle est tellement passionnée. » Un peu de drame, c'est sa façon de montrer qu'elle tient à nous. Elle s'en remettra. Il aurait commandé un autre mimosa, se persuadant lui-même de son propre mensonge. Louis, lui, aurait été plus direct, plus cruel. Entre deux bouchées de saumon, il aurait ricané. La reine du drame a fait sa sortie. Elle a besoin d'être le centre de l'attention. Laissez-la bouder dans son coin. Elle reviendra bien assez tôt, le carnet de chèques à la main. On ne change pas une banquière. Mon père, lui, aurait gardé un silence prudent, un silence qui était en soi une forme d'approbation. Ils étaient tellement habitués à mon endurance, à ma capacité à encaisser les coups, qu'ils ne pouvaient même pas concevoir que cette fois, la corde avait cassé. Leur mépris n'était pas qu'une question de mots. Il s'était infiltré dans la structure même de notre vie, comme une moisissure toxique. Et récemment, il avait pris une forme bien plus tangible, bien plus dangereuse. Il y a 2 semaines, ma loyale et discrète assistante, Sophie, était entrée dans mon bureau. D'habitude si calme, elle avait l'air visiblement troublée. Elle a fermé la porte derrière elle, une précaution inhabituelle. « Madame, a-t-elle commencé, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle a posé une liasse de relevés bancaires sur mon bureau. C'étaient les relevés de la carte d'entreprise auxiliaire que j'avais confiée à Louis. Une carte destinée à couvrir des frais de représentation, des déjeuners d'affaires qu'il était censé avoir pour le compte de l'entreprise. Sophie avait entouré une ligne en rouge. Un virement de 50 000 €. Destinataire, une plateforme d'échange de crypto-monnaies exotiques basée aux îles Caïmans. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas la somme, même si elle était conséquente. C'était la tromperie. Mais ce n'était pas tout. Sophie, avec son efficacité redoutable, avait poussé plus loin. Elle avait découvert que la transaction avait été masquée, reclassée dans les comptes sous le libellé « Études de marché développement Asie ». Et la personne qui avait validé cette reclassification, c'était Philippe. Mon mari. Il avait activement aidé son fils à me voler. La confrontation a eu lieu le soir même, dans le grand bureau de notre appartement. J'ai attendu qu'ils soient tous les deux là. J'ai posé les preuves sur la table, sans un mot. Le silence était électrique. Louis a d'abord pâli, puis il a tenté de bluffer. C'est un investissement, une diversification d'actifs. J'allais tout expliquer. C'est le futur. Son arrogance était presque comique. Philippe, lui, a adopté sa stratégie habituelle, la minimisation et la condescendance. Ma chérie, ne t'emballe pas. C'est une petite initiative de Louis. Nous ne voulions pas t'embêter avec les détails techniques. L'argent est en sécurité. Il me parlait comme à une enfant, comme si le concept d'un investissement à haut risque m'était étranger. À moi.
La femme qui avait transformé un capital de départ modeste en un portefeuille de plusieurs centaines de millions d'euros. Je les ai regardés dans les yeux, l'un après l'autre. Cet investissement a été fait sans mon autorisation, avec l'argent de l'entreprise, et vous avez falsifié des documents comptables pour le cacher. C'est le résumé de la situation, n'est-ce pas? Ils n'ont pas répondu. Ce jour-là, j'ai compris que la ligne avait été franchie. Ce n'était plus de l'ingratitude. C'était de la fraude. C'est à ce moment précis que j'aimerais vous poser une question, car je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont été confrontés à des trahisons, petites ou grandes. Quand on découvre un mensonge financier au sein de sa propre famille, où place-t-on la limite? Pardonne-t-on au nom de l'amour, ou protège-t-on ce qu'on a durement gagné? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait semblant d'accepter leurs plates excuses. J'ai exigé que l'argent soit réintégré, ce qu'ils ont promis avec un empressement suspect. Ils ont cru l'affaire close. Ils ont cru que ma peur de briser l'illusion de notre famille serait plus forte que ma raison. Mais en sortant de ce bureau, j'ai pris mon téléphone. Mon premier appel n'a pas été pour ma banque, mais pour Maître Leclerc. Ma voix était d'un calme olympien. Maître, nous passons au niveau d'alerte supérieur. Accélérez le calendrier. Je veux que tout soit prêt à être déclenché sur un simple mot de ma part. Le toast de Louis n'a été que ce mot. Il n'a pas été l'étincelle. Il a été la détonation. Une détonation qu'ils avaient eux-mêmes amorcée, 2 semaines plus tôt, dans le silence feutré de mon propre bureau. Ils riaient de mon départ, mais comment auraient-ils pu savoir que ce n'était pas une fin, mais le début de leur véritable cauchemar, un cauchemar écrit noir sur blanc dans des clauses qu'ils n'avaient jamais lues? La déesse glissait sur l'asphalte humide de l'autoroute, laissant derrière elle les lumières arrogantes de Paris. Chaque kilomètre qui me séparait de la capitale était comme une couche de vernis social qui s'écaillait, me laissant à nu, mais aussi plus authentique. Je ne fuyais pas vers un lieu de villégiature pour panser mes plaies. Je me rendais dans mon sanctuaire, mon véritable centre de pouvoir. Cette petite maison en pierre, cachée au cœur des volcans endormis d'Auvergne, était bien plus qu'une simple propriété. C'était l'incarnation physique de mon indépendance. Je l'avais achetée avec le premier bonus conséquent que je m'étais versé, bien avant que Philippe n'entre dans ma vie. Il n'en connaissait même pas l'adresse. C'était mon jardin secret, mon échappatoire. Aujourd'hui, c'était ma forteresse. L'intérieur était à l'opposé de notre appartement parisien. Pas de dorure, pas de marbre. Du bois brut, de la pierre apparente, une immense cheminée et des murs couverts de livres. Des livres de stratégie militaire, de biographies de grands leaders, de traités de droit des affaires et de philosophie stoïcienne. C'était là que je venais pour réfléchir, pour me ressourcer, loin du bruit et de la futilité. La seule concession à la modernité était un équipement technologique de pointe, discrètement intégré, une connexion satellite cryptée, des écrans multiples, tout ce qu'il fallait pour diriger un empire depuis le cœur de la France profonde. À peine arrivé, j'ai allumé le système. Le visage de Maître Leclerc est apparu sur l'écran principal, net et précis. Elle était dans son bureau, malgré l'heure tardive. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle savait que c'était une question superflue. Hélène, a-t-elle simplement dit, attendant mes instructions. Sa voix était le son le plus réconfortant que j'avais entendu depuis des jours. Maître, ai-je répondu, ma propre voix résonnant étrangement dans le silence de la maison. Activez le projet Marianne. Intégralement. Lancez toutes les séquences. Un léger hochement de tête fut sa seule réponse. Bien reçu. La première vague de notifications sera envoyée par coursier à 8 heures précises demain matin. Les transferts bancaires suivront. Tout sera irréversible à midi. L'efficacité de cette femme était une chose magnifique à observer. Le projet Marianne. Ce nom n'avait pas été choisi au hasard. C'était un hommage à ma grand-mère, une paysanne auvergnate au caractère bien trempé, qui avait géré seule sa ferme après la mort de mon grand-père. Elle m'avait appris la valeur de la terre, la patience des saisons et surtout, l'importance de posséder ce sur quoi on se tient. Ne sois jamais la locataire de ta propre vie, ma petite, me disait-elle. Ce projet était l'aboutissement de cette philosophie. Ce n'était pas une vengeance impulsive, mais une stratégie de reprise de contrôle,
méticuleusement élaboré sur une période de 2 ans. Tout avait commencé ce fameux jour près de la piscine. Après avoir entendu Louis me qualifier de « ticket d'or », j'avais passé la nuit à analyser la structure de notre patrimoine. J'avais réalisé avec horreur à quel point j'étais vulnérable. J'avais mélangé mes actifs personnels avec ceux de la famille, j'avais donné des procurations, j'avais mis des biens à leur nom dans un effort mal avisé de prouver ma générosité et mon engagement. J'avais commis l'erreur classique de croire que l'amour et les affaires pouvaient se mélanger sans risque. Cette nuit-là, j'ai compris que je devais construire une digue avant que le barrage ne cède. Le lendemain, j'étais dans le bureau de Maître Leclerc. Ensemble, nous avons commencé à dessiner les plans. La première étape fut de créer une société holding au Luxembourg, une structure opaque et complexe, Marianne Capital. Puis, mois après mois, nous avons procédé à des transferts. J'ai présenté ces opérations à Philippe et à mon père comme des nécessités ennuyeuses mais vitales pour l'optimisation fiscale et la protection du patrimoine contre d'éventuels créanciers. C'était un langage qu'ils aimaient entendre. Cela les faisait se sentir importants et malins. Je leur préparais des résumés simplifiés, des présentations PowerPoint colorées qui mettaient en avant les avantages pour eux. Ils ne lisaient jamais les documents complets, ces liasses de jargon juridique de plusieurs centaines de pages. Ils se contentaient de signer là où je leur indiquais. Je me souviens d'une fois, Philippe a signé un acte de fiducie crucial qui me donnait un contrôle quasi absolu, tout en étant au téléphone avec son architecte d'intérieur pour choisir la couleur du marbre de notre nouvelle salle de bain. Leur cupidité et leur paresse intellectuelle ont été mes plus grands alliés. Chaque signature était un pas de plus vers ma libération. J'ai racheté légalement les parts que mon père pensait encore détenir, je les ai transférés à la holding. J'ai modifié les statuts des sociétés civiles immobilières. J'ai inséré des clauses, comme la fameuse clause 12B sur le dénigrement public, des clauses qu'ils ont paraphées sans même les lire, les considérant comme des formules standards. Vous vous demandez peut-être si c'est moral d'agir ainsi. C'est une question légitime. Mais restez avec moi. Car la véritable morale de cette histoire ne réside pas dans la manière dont j'ai repris mon argent, mais dans la raison pour laquelle je l'ai fait, et surtout, à qui j'ai décidé de le confier. Ce n'était pas une accumulation de richesses, c'était une redistribution de justice. En regardant les volcans sombres se découper sur le ciel étoilé, je ne ressentais aucune once de regret. Je n'avais pas détruit une famille. J'avais simplement mis fin à une mascarade. J'étais l'architecte de leur chute, c'est vrai. Mais c'était eux qui m'avaient fourni les briques et le ciment. Et maintenant, le premier domino allait tomber. Comment mon père, l'homme qui se croyait cofondateur d'un empire, allait-il réagir en découvrant qu'il n'était plus qu'un simple employé, révocable à tout instant? Maître Leclerc m'a fait un compte-rendu détaillé de la scène, et même à travers le téléphone, je pouvais presque sentir l'odeur de la panique et du papier ancien. Après avoir quitté la réception de l'hôtel Georges V comme une furie, mon père, Bernard, n'avait pas cherché à me joindre. Son premier réflexe n'a pas été l'inquiétude pour sa fille, mais la peur pour son portefeuille. Il a conduit à tombeau ouvert à travers un Paris endormi, son anxiété grandissant à chaque feu rouge. Le post-it avec mes 4 mots, « Vérifie les fondations, papa », était posé sur le siège passager, le fixant comme un œil accusateur. Il a compris que ce n'était pas une menace en l'air. Il connaissait ma méticulosité. Si je parlais de fondation, c'est que la structure tout entière était compromise. Il est arrivé devant l'immeuble de Maître Leclerc bien avant l'aube. Il a dû attendre dans sa voiture, tambourinant sur le volant, jusqu'à ce que les lumières du cabinet s'allument. Il a été le premier à la porte, avant même les secrétaires. Quand Maître Leclerc est arrivé, elle l'a trouvé faisant les 100 pas dans le hall d'entrée, son costume de la veille froissé, son visage gris de fatigue et d'appréhension. Elle l'a fait entrer dans la grande salle de conférence, où une cafetière fraîche l'attendait. Elle savait que la nuit allait être longue. « Je veux tout voir », a-t-il aboyé, sans même un bonjour. Chaque document, chaque signature, chaque modification de statut que Hélène a faite depuis 2 ans. Sa voix était celle d'un homme qui sent le pouvoir lui échapper et qui essaie de s'y agripper par la force. Maître Leclerc, avec son calme imperturbable, a simplement fait un geste vers la grande table en acajou. Une pile de dossiers, haute d'au moins 1 mètre, y était déjà disposée. « Servez-vous, Bernard. Tout est là. Et comme vous le constaterez,
Tout porte votre signature ou celle de Philippe. Il s'est jeté sur les dossiers, les feuilletant avec une frénésie désordonnée. Au début, il cherchait une faille, une erreur technique, un vice de procédure qui lui permettrait de tout annuler. Mais il n'y avait rien. Chaque document était impeccable, chaque signature authentifiée, chaque clause rédigée avec une précision diabolique. Lentement, sa frénésie s'est transformée en une lecture attentive, et son expression est passée de la colère à l'incompréhension, puis à une horreur glaciale. Il a vu comment l'entreprise qu'il considérait comme la sienne, Bernard et Filles, n'était plus qu'une coquille vide, une simple filiale d'une holding luxembourgeoise au nom inconnu, Marianne Capital. Il a lu les statuts de cette holding et a réalisé que j'en étais l'unique actionnaire et administratrice, avec des pouvoirs absolus. Il a vu les actes de vente de ses propres parts, des parts qu'il pensait m'avoir confiées pour gestion, mais qu'il m'avait en réalité vendues à un prix symbolique dans le cadre d'une restructuration fiscale. Il a vu comment les biens immobiliers, y compris sa résidence secondaire en Provence où il prévoyait de passer sa retraite dorée, avaient été apportés à la société, devenant des actifs d'entreprise que je pouvais liquider d'un simple trait de plume. Il n'était plus propriétaire de rien. Il était un invité dans sa propre vie. L'aube se levait sur Paris, mais dans la salle de conférence, la nuit ne faisait que commencer pour mon père. Le coup de grâce est venu avec le dernier dossier, celui intitulé « Fiducie familiale H. Dubois ». C'était le coffre-fort, le réceptacle de ma fortune personnelle, des dividendes, des investissements, de tout ce qui n'était pas directement lié à l'entreprise. C'était le trésor destiné à assurer le train de vie de Philippe et Louis pour les générations à venir. Il a ouvert le dossier, les mains tremblantes. Et il a vu la clause. La clause de bénéficiaire, modifiée et paraphée par lui-même quelques mois auparavant. Il s'est souvenu de ce jour-là. J'étais venu le voir avec une pile de documents, lui parlant d'une nouvelle loi sur les successions, de la nécessité de moderniser la structure pour éviter les taxes. Il était pressé, il avait un départ de golf. Il avait à peine jeté un œil, avait signé en bas de chaque page que je lui tendais. Et là, sous ses yeux, en caractères gras, le résultat de sa négligence. Les noms de sa lignée, effacés. Remplacés par un seul nom, un nom qui a fait l'effet d'une bombe dans sa mémoire. Clara Dubois. Il a laissé tomber le dossier. Les feuilles se sont éparpillées sur le sol. Il a levé la tête vers Maître Leclerc, son visage décomposé. Mais, pourquoi, a-t-il bégayé? Pourquoi elle? Maître Leclerc a enlevé ses lunettes, son regard soudain moins celui d'une avocate que celui d'une juge. Parce que, Bernard, a-t-elle dit d'une voix lente et mesurée, votre fille a décidé de payer ses dettes. Et il est temps que vous vous souveniez des vôtres. Mon père s'est effondré sur sa chaise, le regard vide. Il ne pensait plus à l'argent. Il pensait à un visage, à une promesse non tenue, à un sacrifice qu'il avait choisi d'oublier. Il venait de comprendre que la partie ne se jouait pas sur un échiquier financier, mais sur le terrain bien plus dangereux de la morale et de l'honneur. Et sur ce terrain-là, il venait de se faire mettre échec et mat. Mais qui était donc cette mystérieuse Clara Dubois, dont le simple nom pouvait faire trembler un homme aussi puissant que mon père? La réponse est une histoire qui a commencé bien avant l'argent, au temps où la loyauté avait encore un prix. L'histoire de Clara Dubois est inextricablement liée à celle de sa mère, Marianne. Et l'histoire de Marianne est le fondement secret sur lequel tout mon empire a été bâti, une fondation faite de sacrifices et de trahison. Quand j'ai rejoint mon père après mes études, l'entreprise n'était qu'une petite structure prometteuse. J'avais les idées, l'énergie, la vision. Mon père avait l'expérience et le carnet d'adresses. Mais celle qui avait le génie, c'était Marianne. Elle n'était officiellement que notre directrice financière, mais en réalité, elle était mon mentor, ma stratège, mon amie la plus chère. Nous passions des nuits entières au bureau, à refaire le monde, à dessiner des plans sur des tableaux blancs, à rêver d'un avenir qui semblait à portée de main. Elle avait une capacité d'analyse fulgurante, une intuition qui frisait le surnaturel. Mon père lui-même disait souvent, avec Hélène à la barre et Marianne à la carte, ce navire est insubmersible. Il y a 20 ans, nous avons eu l'opportunité de notre vie, racheter un concurrent bien plus gros que nous, mais qui était en difficulté. C'était un pari insensé, un coup de poker qui pouvait soit nous faire entrer dans la légende, soit nous anéantir. J'étais en charge du dossier.
J'étais jeune, grisée par nos premiers succès, peut-être un peu trop arrogante. J'ai travaillé jour et nuit sur les audits, j'ai épluché des milliers de pages de comptes. Et j'ai commis une erreur. Une seule. J'ai mal interprété une ligne dans un bilan consolidé, une astuce comptable qui masquait une dette colossale. Personne ne l'a vu. Ni les auditeurs, ni mon père. Nous avons signé le rachat. Et la bombe a explosé quelques semaines plus tard. La dette cachée a fait surface, et elle était suffisante pour nous entraîner par le fond. Du jour au lendemain, nous étions insolvables. Les banques, qui nous encensaient la veille, nous ont tourné le dos. Les fournisseurs exigeaient d'être payés. C'était un cauchemar. J'étais anéanti par la culpabilité. J'avais mené notre rêve à la ruine. La réunion du conseil d'administration d'urgence était prévue pour le lendemain matin. Je savais que c'était la fin. J'allais devoir annoncer ma démission, et probablement le dépôt de bilan. La veille au soir, Marianne est entrée dans mon bureau. J'étais assise dans le noir, incapable de bouger. Elle n'a pas allumé la lumière. Elle s'est assise en face de moi. « Ce n'est pas ta faute, Hélène », a-t-elle murmuré. C'était un piège bien monté. N'importe qui serait tombé dedans. C'était mon dossier, Marianne, ai-je sangloté. C'était ma responsabilité. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit des mots que je n'oublierai jamais. L'entreprise a besoin d'un leader, pas d'un martyr. Tu es la vision. Ton père est le symbole. Moi, je ne suis qu'un moteur. On peut toujours changer un moteur. Le lendemain, devant le conseil d'administration, alors que j'ouvrais la bouche pour confesser ma faute, Marianne s'est levée. D'une voix calme et assurée, elle a pris toute la responsabilité. Elle a déclaré qu'elle avait personnellement vérifié cette partie du bilan, qu'elle avait vu l'anomalie mais qu'elle l'avait mal interprétée, et qu'elle ne m'en avait pas informé pour ne pas m'alarmer inutilement. C'était un mensonge. Un mensonge héroïque. Elle a présenté sa démission, effective immédiatement. Le conseil, soulagé d'avoir trouvé un bouc émissaire, a accepté sans discuter. Mon père n'a rien dit. Il a laissé faire. Il a laissé Marianne se sacrifier pour nous sauver la face. Marianne a été licenciée, sa réputation détruite. Elle a quitté Paris, a essayé de se reconstruire ailleurs, mais le cœur n'y était plus. Le stress et l'injustice l'ont rongée. Elle est tombée malade et est décédée quelques années plus tard, laissant derrière elle une petite fille de 10 ans, Clara. Sur son lit de mort, elle m'a fait promettre une seule chose, que je veillerai à ce que sa fille ne manque de rien et qu'elle ait la chance de faire les études qu'elle-même n'avait pas pu finir. J'ai tenu cette promesse. J'ai créé une fiducie discrète, gérée par une tierce personne, pour couvrir tous les frais de scolarité de Clara. Je l'ai suivie de loin, recevant des rapports sur ses progrès exceptionnels. Elle était devenue une jeune femme remarquable, diplômée d'une grande école de commerce, possédant l'intelligence de sa mère et une force de caractère qui lui était propre. Le jour où j'ai décidé de lancer le projet Marianne, le choix du bénéficiaire final était une évidence. Ce n'était pas un acte de charité. C'était la restitution d'une dette d'honneur. C'était la correction d'une injustice historique. J'ai donné rendez-vous à Clara dans un café. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans rien omettre, y compris la lâcheté de mon père. Elle m'a écouté, les larmes coulant en silence sur ses joues. À la fin, je lui ai expliqué mon plan, transformer la quasi-totalité de ma fortune en une fondation portant le nom de sa mère, une fondation qu'elle dirigerait, et dont la mission serait d'aider des femmes talentueuses à réaliser leurs ambitions. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « J'accepte », a-t-elle dit. Non pas pour l'argent. Mais pour elle. Pour que son nom ne soit plus synonyme de sacrifice, mais d'opportunité. À cet instant, j'ai su que l'héritage de Marianne était entre de bonnes mains. Pendant que je bâtissais un nouvel avenir sur les cendres d'une vieille trahison, à Paris, Philippe et Louis commençaient à sentir le sol se dérober sous leurs pieds. Que se passe-t-il quand le château de cartes de votre vie commence à s'effondrer, carte par carte? La première fissure dans le barrage de leur suffisance fut une humiliation publique, mineure mais significative. Philippe, essayant de réserver une table de dernière minute dans un restaurant 3 étoiles pour se changer les idées, a vu sa carte de crédit refusée.
Il a d'abord cru à une erreur, a essayé une autre carte. Même résultat. Le maître d'hôtel, qui le connaissait et le flattait depuis des années, l'a regardé avec une pointe de pitié condescendante. Philippe a dû payer en espèces, vidant son portefeuille sous le regard amusé des autres clients. Ce n'était qu'un avant-goût. Les jours qui ont suivi ont été une lente et méthodique asphyxie financière. Ce n'était pas une avalanche, mais une série de petites coupures, de petits blocages, conçus pour les déstabiliser et leur faire comprendre que leur monde reposait entièrement sur ma bonne volonté. Le virement automatique pour le loyer exorbitant de l'appartement de Louis dans le Marais a été annulé. Il a reçu un appel furieux de son propriétaire. L'assurance de sa Porsche a été résiliée. Il s'est retrouvé avec une voiture de sport qu'il n'avait plus le droit de conduire. Philippe, de son côté, a découvert que son adhésion au très sélect club de polo avait été suspendue pour défaut de paiement de la cotisation annuelle. Leurs noms ont été retirés des listes d'invités des soirées les plus prisées. Lentement, les portes dorées de Paris se refermaient sur eux. Ils m'ont bombardé d'appels et de messages. Des messages d'abord indignés, comment oses-tu, puis manipulateurs, tu es en train de détruire cette famille, et enfin suppliant, Hélène, s'il te plaît, parlons-en. Je n'ai répondu à aucun. Mon silence était plus puissant que n'importe quel discours. Il les forçait à se confronter à leur propre impuissance. Le coup de massue est arrivé par courrier recommandé. Une lettre à en-tête d'un cabinet d'avocats qu'il ne connaissait pas. Philippe l'a ouverte, s'attendant peut-être à une proposition de négociation. À la place, il a lu des termes juridiques froids et impersonnels l'informant que la société, les Chênes d'Auvergne S.A.R.L., propriétaire du terrain sur lequel était bâti leur immeuble du 16e arrondissement, avait décidé de ne pas renouveler le bail amphithéotique. Ils avaient 90 jours pour quitter les lieux. Philippe a failli s'étouffer. L'appartement était à son nom, c'était sa fierté. Comment pouvait-il être expulsé de sa propre maison? Il a immédiatement appelé son avocat, un vieil ami de la famille plus habitué au divorce à l'amiable qu'au montage financier complexe. L'avocat a passé une journée entière à essayer de comprendre. Le soir, il a rappelé Philippe, sa voix grave. « Philippe, je suis désolé. C'est blindé. Hélène a fait ça dans les règles de l'art. L'appartement t'appartient, mais le sol en dessous, non. Et le propriétaire du sol a tous les droits. » Mais l'avocat n'avait pas fini. « Et il y a pire, Philippe. J'ai examiné les autres documents que tu m'as donnés, ceux que tu as signés ces 2 dernières années. Tu as signé une clause, la clause 12B. Elle est très claire. Le toast de ton fils, c'est une faute lourde. Selon ce que tu as signé, cela annule tous tes droits financiers, présents et futurs. Tu as renoncé à tout. Volontairement. » Un long silence a suivi. Philippe a compris. Il a compris la profondeur du piège, la patience diabolique avec laquelle je l'avais tissé. Il n'était pas seulement en train de perdre son train de vie. Il était en train d'être effacé. Le téléphone a sonné. C'était lui. Sa voix était méconnaissable, étranglée par les sanglots. « Hélène, je t'en supplie. Ne fais pas ça. C'était une erreur. Louis est un imbécile, il ne le pensait pas. Je ferai n'importe quoi. Je le forcerai à s'excuser publiquement. » C'était la première fois que je l'entendais pleurer, mais ses larmes sonnaient faux. C'étaient les larmes d'un homme qui pleure la perte de son confort, pas celle de son amour. Les excuses ne peuvent pas réparer la confiance, Philippe, ai-je répondu, ma voix aussi plate qu'un électrocardiogramme à l'arrêt. Et il ne s'agit plus de confiance. Il s'agit de conséquences. Tu as passé des années à regarder ton fils me manquer de respect, et tu n'as jamais rien dit. Ton silence était une complicité. Tu as fait ton lit. Maintenant, il est temps de t'y coucher. J'ai entendu un bruit de verre brisé, puis un murmure rageur. Tu crois que c'est fini? Tu crois que je vais te laisser faire? Je ne le permettrai pas, c'était la menace d'un homme aux abois, un homme qui n'a plus rien à perdre. J'ai raccroché. Je savais que ce n'était pas une parole en l'air. Un animal blessé est imprévisible. Je savais qu'il allait tenter quelque chose de stupide, de désespéré. Et j'étais prête. Que fait un homme quand la loi n'est plus de son côté? Il essaie de la contourner.
Mais que se passe-t-il quand son adversaire a déjà anticipé cette manœuvre et a miné le terrain? Le désespoir peut transformer un homme faible en un homme dangereux. Philippe, réalisant que chaque porte légale se fermait devant lui avec un claquement métallique, a sombré dans la seule stratégie qui lui restait, la conspiration. Il a passé des jours à éplucher son carnet d'adresses, non pas celui des grands patrons et des artistes, mais celui des petites gens, des obligés, des personnes à qui il avait rendu service par le passé et dont il pensait pouvoir exiger une faveur en retour. Son regard s'est arrêté sur un nom, Jean-Luc, un jeune clerc de notaire travaillant dans l'une des plus anciennes et prestigieuses études de Paris. Une étude qui, par coïncidence, était l'une des deux que Maître Leclerc avait utilisées pour sécuriser mes transferts d'actifs. Philippe se souvenait de Jean-Luc. C'était le cousin éloigné de sa première femme, un jeune homme ambitieux mais frustré, qui s'était plaint un jour lors d'un dîner de famille de son salaire modeste et de son manque de reconnaissance. Philippe a vu en lui la faille parfaite. Il l'a contacté, l'a invité à déjeuner dans un restaurant discret. Là, entre la poire et le fromage, il lui a fait une offre empoisonnée. Il lui a promis 100 000 euros, en liquide, une somme qui représentait plusieurs années de salaire pour le jeune clerc. En échange, une tâche simple en apparence, égarer le dossier Marianne Capital pendant quelques semaines. Juste assez longtemps pour que Philippe puisse monter une action en justice pour gestion frauduleuse et geler tous les actifs avant que le transfert final ne soit enregistré. C'était un plan brut, illégal, et qui reposait entièrement sur la cupidité d'un seul homme. Philippe, dans son arrogance, avait commis 2 erreurs fatales. La première était de sous-estimer la paranoïa professionnelle de Maître Leclerc. La seconde était de croire qu'il était le seul à pouvoir jouer dans l'ombre. Dès le début du projet Marianne, Maître Leclerc avait insisté sur une mesure de sécurité que j'avais d'abord trouvée excessive. Elle avait engagé une agence de détectives privés, d'anciens agents de la DGSE, pour effectuer une surveillance discrète de Philippe et Louis. Non pas pour violer leur vie privée, mais pour anticiper toute tentative de contre-attaque illégale. Le déjeuner entre Philippe et Jean-Luc n'est pas passé inaperçu. Il a été photographié. Leur conversation a été enregistrée par un micro directionnel depuis une camionnette banalisée garée de l'autre côté de la rue. Maître Leclerc avait la preuve avant même que Jean-Luc n'ait tenté quoi que ce soit. Mais elle ne s'est pas précipitée. Elle a attendu, laissant la corde se resserrer. Le lendemain, Jean-Luc, tremblant d'excitation et de peur, a tenté d'accéder aux archives sécurisées de l'étude. Il a utilisé un prétexte pour faire sortir son supérieur du bureau, puis a essayé de faire disparaître physiquement le dossier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Maître Leclerc, en accord avec l'associé principal de l'étude, un homme qui tenait à la réputation de son cabinet plus qu'à sa propre vie, avait remplacé le vrai dossier par un leurre. Le vrai était en sécurité dans un coffre-fort. De plus, une caméra miniature, installée la veille, a filmé toute la scène. Nous avions tout. L'enregistrement de la proposition de corruption. Les photos de la rencontre. La vidéo de la tentative de vol. Philippe n'était plus seulement un ex-mari ruiné. Il était un délinquant en puissance. Le lendemain matin, Maître Leclerc a demandé un rendez-vous urgent avec Philippe et son avocat. Elle ne les a pas reçus dans son bureau, mais dans une salle de conférence neutre. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a fait aucune menace. Elle a simplement allumé une tablette posée au centre de la table et a appuyé sur « Play ». La vidéo de Jean-Luc, en haute définition, est apparue à l'écran. Puis, elle a fait écouter l'enregistrement audio de la conversation du déjeuner. Le visage de Philippe s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues, le laissant avec un teint cireux. Son avocat, un homme habituellement loquace, était sans voix, regardant son client avec un mélange de dégoût et d'horreur. Quand tout fut terminé, Maître Leclerc a éteint la tablette. « Nous avons 2 options », a-t-elle dit d'une voix glaciale. Option A, ces enregistrements sont transmis au procureur de la République et au président de la Chambre des notaires. Vous risquez des poursuites pour corruption et complicité de vol, et votre ami Jean-Luc ne travaillera plus jamais dans ce métier. Option B, vous signez ici et maintenant un document reconnaissant la validité de tous les transferts, renonçant à toute contestation future, et vous disparaissez de la vie de ma cliente. Définitivement. Ce n'était plus une négociation. C'était une capitulation sans condition.
Philippe, brisé, a pris le stylo que son avocat lui tendait et a signé, sa main tremblant si fort qu'il a à peine réussi à former son nom. Sa dernière tentative de résistance venait de se transformer en son humiliation finale. Il avait essayé de jouer au gangster, mais il avait oublié qu'il n'était qu'un amateur dans un monde de professionnels. Toutes les stratégies étaient épuisées, toutes les issues bloquées. Il ne restait plus que l'épilogue. La confrontation finale, non pas pour négocier, mais pour constater les dégâts. Le lieu de la rencontre était d'une neutralité chirurgicale, une salle de réunion louée alors dans un centre d'affaires impersonnel de la Défense. Pas de souvenirs, pas d'histoire. Juste une longue table en verre, des chaises en cuir noir et une vue panoramique sur un paysage de béton et d'acier. Un décor parfait pour la dissection d'une famille. Philippe et Louis étaient déjà là quand je suis arrivé. L'assurance de Philippe s'était complètement évaporée, remplacée par une sorte d'abattement résigné. Il avait l'air d'un homme qui venait de courir un marathon et qui avait perdu. Louis, en revanche, semblait vibrer d'une énergie rageuse. Son arrogance avait fait place à une colère brute, celle d'un prince à qui l'on vient d'annoncer que son royaume n'a jamais existé. Il me foudroyait du regard, les mâchoires serrées. Je ne suis pas venue seule. Clara m'accompagnait. C'était essentiel pour moi qu'il la voie, qu'il comprenne que ce n'était pas un vide que je laissais derrière moi, mais une nouvelle construction. Clara était la quintessence de tout ce qu'il n'était pas, calme, digne, avec une force tranquille qui émanait d'elle. Elle portait un tailleur simple mais élégant, et elle se tenait droite, sans aucune trace d'intimidation. Hélène, a commencé Philippe d'une voix pâteuse, à quoi bon cette mise en scène? Tu as gagné. Que veux-tu de plus? Je ne veux rien de plus, Philippe, ai-je répondu en m'asseyant en face d'eux. Je ne suis pas ici pour vouloir, mais pour conclure. Pour mettre un point final officiel à notre histoire. Louis a explosé. Un point final? Tu as détruit nos vies. Pour qui? Pour elle, a-t-il craché en désignant Clara. Une petite arriviste sortie de nulle part. Tu as la moindre idée de qui nous sommes? La violence de ses propos m'a laissé de marbre. Mais c'est Clara qui a répondu, et sa voix, bien que douce, a coupé court à la tirade de Louis. Je sais exactement qui vous êtes, monsieur le moine. Vous êtes les bénéficiaires d'un privilège que vous n'avez jamais mérité. Et je suis la bénéficiaire d'une dette d'honneur qui est enfin payée. Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est simplement un rééquilibrage. La maturité et la dignité de sa réponse ont laissé Louis sans voix. Il s'est contenté de s'affaler sur sa chaise, fulminant en silence. J'ai alors sorti de mon porte-document une unique chemise en carton et je l'ai fait glisser sur la surface lisse de la table. Elle s'est arrêtée juste devant Philippe. C'est la dernière formalité, ai-je dit. Avec une lassitude infinie, il l'a ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de contrat complexe, juste 3 documents simples et brutaux. Le premier était l'avis d'expulsion finale, avec la date et l'heure de l'intervention de l'huissier si l'appartement n'était pas vidé. Le deuxième était un état des lieux de leur compte bancaire personnel, montrant des soldes proches de zéro, tous les virements automatiques provenant de mes comptes ayant été stoppés. Le troisième, et le plus cruel, était une copie de la lettre que Maître Leclerc avait envoyée à l'avocat de Philippe, détaillant les preuves de la tentative de corruption, avec une note précisant que nous nous réservions le droit de les transmettre aux autorités compétentes à la moindre tentative de contestation. C'était l'échec et mat. Louis a jeté un œil par-dessus l'épaule de son père. Un grognement sourd est sorti de sa gorge. Il a levé les yeux vers moi, son regard rempli d'une haine pure. Tu es un monstre. Je l'ai regardé, sans ciller. Non, Louis. Je suis une femme d'affaires. Et vous étiez un très mauvais investissement. J'ai simplement décidé de vendre mes parts avant que la valeur ne tombe à zéro. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire une exception pour vous. Philippe a finalement relevé la tête. Il y avait des larmes dans ses yeux. Tout ça, toutes ces années, ça ne signifiait donc rien pour toi? Si, Philippe. Ça a signifié quelque chose, ai-je admis, et pour la première fois, une pointe d'émotion a percé mon armure de glace. Ça a signifié que j'ai passé 20 ans à espérer que vous me verriez, moi, Hélène, et pas seulement mon compte en banque. J'ai attendu en vain.
On ne peut pas attendre éternellement. Je me suis levée, suivie par Clara. Nous en avons terminé. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'ai entendu la voix de Louis, basse et chargée de venin. Tu n'es pas ma mère. Je me suis arrêtée sur le seuil, sans me retourner. C'est la chose la plus intelligente que je t'ai jamais entendu dire, ai-je répondu. Et c'est précisément parce que je ne le suis pas que tu es dans cette situation. Un vrai parent t'aurait appris la valeur du respect. Moi, je ne peux que t'apprendre la valeur de l'argent. Et aujourd'hui, la leçon est terminée. Nous sommes partis, les laissant seuls dans le silence de cette salle de réunion, face aux débris de leur vie. La guerre était finie. Mais il me restait une dernière conversation à avoir, un dernier lien à couper. Le plus ancien, et le plus douloureux de tous. Le silence de l'Auvergne était un baume après la violence feutrée de la confrontation. Ici, les seuls bruits étaient le murmure du vent dans les chênes et le crépitement du feu dans la cheminée. J'avais passé les 2 jours suivants à marcher dans la nature, à essayer de laver mon esprit de la saleté des dernières semaines. Je savais qu'il viendrait. C'était inévitable. Notre histoire ne pouvait pas se terminer sur le silence d'une salle de réception. Il est arrivé un après-midi, alors que le ciel menaçait de pleuvoir. Sa voiture semblait presque vulgaire dans l'allée de gravier, un monstre de technologie allemande dans un monde de pierre et de bois. Mon père, Bernard, en est sorti. Il ne portait pas de costume, mais un pull en cachemire et un pantalon de toile, une tentative de paraître décontracté qui ne trompait personne. Il avait l'air fatigué, plus vieux que ses 70 ans. Il portait une bouteille de vin, un vieux Bordeaux, comme un drapeau blanc. Je l'attendais sur la terrasse, enveloppé dans un plaid. Je ne me suis pas levée. Je l'ai regardé s'approcher, monter les quelques marches en pierre, et s'arrêter devant moi, l'air incertain. Il y avait une distance nouvelle entre nous, un gouffre que des décennies de souvenirs ne pouvaient combler. Je peux, a-t-il demandé en désignant la chaise vide à côté de moi. J'ai hoché la tête. Il s'est assis, a posé la bouteille sur la petite table en fer forgé. Le silence s'est installé, lourd et inconfortable. Il ne savait pas par où commencer. C'est moi qui ai parlé la première. C'est un peu tard pour les cadeaux de paix, tu ne crois pas? Il a sursauté, comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas. Hélène, je suis venue pour parler. Parler de quoi, papa? De la météo? De la bourse? Ou peut-être de la façon dont tu es resté assis, silencieux, pendant que le fils de mon mari m'humiliait devant toute la société parisienne? Chaque mot était une pierre que je lançais dans le lac de sa culpabilité. Il a passé une main lasse sur son visage. J'ai eu tort. D'accord? J'ai eu tort. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me lever et le remettre à sa place. Je n'ai pas de bonne excuse. J'étais fatiguée. Fatiguée des conflits, des drames. J'ai pensé que ce n'était qu'un mot de plus, une provocation de jeune idiot. Je n'ai pas mesuré l'impact. L'impact, ai-je répété, un rire sans joie m'échappant. L'impact, c'est que tu as choisi ton confort plutôt que l'honneur de ta propre fille. Tu as choisi le silence plutôt que la loyauté. Ce n'était pas juste un mot de plus. C'était le dernier clou sur le cercueil de mon respect pour eux, et peut-être aussi pour toi. Il a détourné le regard, fixant les montagnes au loin. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai toujours été fière de toi, Hélène. Tu es ma plus grande réussite. Suis-je vraiment ta réussite, ou suis-je la réussite de l'entreprise? Parfois, j'ai l'impression que tu confonds les deux. Tu as laissé Marianne se sacrifier il y a 20 ans pour sauver l'entreprise. Et tu m'as laissé me faire humilier pour préserver une paix familiale superficielle qui protégeait ton train de vie. Le schéma est le même. L'entreprise d'abord. Toujours. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas sur la terrasse. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé toute ma vie pour te donner tout ça. Je n'ai jamais demandé, tout ça, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. J'ai demandé un partenaire. J'ai demandé un père. Quand maman est morte, tu t'es réfugié dans le travail. L'entreprise est devenue ta femme et ta maîtresse. Et moi, j'étais la directrice générale. Tu m'as appris à être impitoyable en affaires, et je t'en suis reconnaissante.
Mais tu as oublié de m'apprendre comment on pardonne à un père qui vous trahit. Les larmes lui sont montées aux yeux. Des larmes de frustration, de regret, d'impuissance. Que veux-tu que je fasse, Hélène? Que je me mette à genoux? Non, ai-je dit, ma colère retombant soudain, laissant place à une immense tristesse. Je ne veux rien. C'est ça le problème. Je ne veux plus rien de toi. Il s'est arrêté, m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait enfin. Il comprenait que ce n'était pas l'argent, ni l'entreprise, ni même Philippe et Louis qui étaient en jeu. C'était nous. Notre lien. Et il était brisé. Il a hoché la tête lentement. Il n'a pas touché à la bouteille de vin. Il est redescendu de la terrasse et retourné à sa voiture. Avant de monter, il s'est tourné une dernière fois. La fille de Marianne, elle est bien? Elle est exceptionnelle, ai-je répondu. Il a eu un faible sourire. Au moins, tu as réparé cette erreur-là. Puis il est parti, laissant derrière lui le silence et l'odeur de la pluie qui commençait à tomber. J'avais gagné. J'avais repris le contrôle de ma vie. Mais à cet instant, sur cette terrasse solitaire, ma victoire avait le goût amer des cendres. Un mois s'est écoulé. Un mois de silence. Un mois de reconstruction. J'ai passé la plupart de mon temps en Auvergne, travaillant à distance avec Clara pour mettre en place les structures de la Fondation Marianne Dubois. Pour la première fois depuis des années, mon travail avait un sens qui transcendait les bilans et les marges bénéficiaires. Chaque décision que nous prenions était une brique dans un édifice nouveau, un édifice basé sur le mérite et l'opportunité, et non sur la naissance ou le calcul. Je me sentais légère, comme si je m'étais délestée d'un poids que je portais depuis trop longtemps sans même m'en rendre compte. Le dernier jour du mois, je suis retournée à Paris. Non pas par nostalgie, mais par nécessité de clore un chapitre. Je me suis garée dans une petite rue discrète, offrant une vue plongeante sur l'entrée de l'immeuble qui avait été ma maison pendant 2 décennies. C'était le jour de l'échéance. Un camion de déménagement, d'une taille modeste, était garé en double file. Des déménageurs sortaient des meubles et des cartons, non pas avec le soin réservé aux antiquités, mais avec l'efficacité rapide qu'on accorde aux objets sans grande valeur. Et puis, je les ai vus. Philippe et Louis. Ils n'étaient pas en train de superviser. Ils étaient sur le trottoir, au milieu des passants qui les ignoraient, en pleine dispute. Leurs visages étaient rouges, leurs gestes accusateurs. Philippe semblait reprocher à Louis son arrogance, son imprudence. Louis, lui, criait sur son père, le traitant de lâche et d'incapable. Ils étaient pathétiques. 2 naufragés sur un radeau de fortune, se battant pour le dernier biscuit alors que l'eau monte de toutes parts. Ils n'avaient tiré aucune leçon de leur chute, si ce n'est que l'autre était à blâmer. Ils ne comprenaient toujours pas que leur véritable ennemi n'avait jamais été moi, mais leur propre vacuité. Une berline noire s'est arrêtée. Mon père en est descendu. Mon cœur a eu un soubresaut. Allait-il les prendre en pitié? Allait-il céder aux liens du sang et leur offrir un refuge? Non. Il s'est approché d'eux, leur a parlé brièvement. Sa posture était droite, distante. Il a tendu à Philippe une enveloppe. Probablement un chèque, assez pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue, mais pas assez pour qu'ils puissent maintenir leur ancien train de vie. Un dernier geste, plus pour sa propre conscience que pour eux. Puis, il a jeté un regard à Louis, un regard où il n'y avait plus de fierté, seulement de la déception. Et sans un mot de plus, il est remonté dans sa voiture et a disparu. Il avait coupé le dernier cordon. Je suis restée là encore quelques minutes, regardant les 2 hommes, père et fils, désormais seuls face à leur nouvelle réalité. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucune joie mauvaise. Seulement une profonde et irrévocable distance. Ils faisaient partie d'un autre monde, d'une autre vie qui n'était plus la mienne. J'ai mis le contact. Au moment où j'allais m'engager dans la circulation, mon téléphone a sonné. C'était Clara. Sa voix était pleine d'une énergie joyeuse. Hélène. Je voulais juste te dire. La première lauréate de la fondation, la jeune ingénieure, vient de déposer son brevet. Son projet va révolutionner le recyclage des batteries. Elle m'a demandé de te transmettre ses remerciements infinis. Elle a dit que nous n'avions pas seulement financé son entreprise, nous avions validé son rêve.
Un sourire, le premier vrai sourire depuis longtemps, s'est dessiné sur mon visage. J'ai regardé une dernière fois dans le rétroviseur l'immeuble qui s'éloignait. Ce n'était plus ma maison. Ma maison, désormais, était dans l'avenir. Un avenir que j'allais construire avec des gens comme Clara, des gens qui ne demandaient pas, mais qui bâtissaient. Mon histoire s'achève ici, sur cette note d'espoir. C'est une histoire sur la trahison et la vengeance, c'est vrai. Mais c'est surtout une histoire sur la reconquête de soi. J'ai dû détruire mon ancienne vie pour pouvoir en construire une nouvelle, une vie alignée avec mes valeurs. J'ai appris de la manière la plus dure que la dignité n'a pas de prix, et que le plus grand respect que l'on puisse se porter est de refuser d'être le banquier des rêves des autres, surtout quand ces rêves sont des cauchemars pour vous. Et vous? Avez-vous déjà dû faire un choix radical pour préserver qui vous êtes? Avez-vous dû fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre, plus lumineuse? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Chaque expérience est une leçon, et je suis convaincue que nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Si vous avez été touché par ce récit, un petit « j'aime » est toujours apprécié, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de vie, de résilience et de courage. Merci de m'avoir accordé votre temps. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais de défendre votre propre valeur.